Bonjour, je suis Julie Mathussi, je suis maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Strasbourg. L'intersectionnalité, c'est à la fois une critique et un complément à l'approche catégorielle classique du droit de la non-discrimination. C'est une notion qui est issue des travaux de Kimberlé Crenshaw, une autrice américaine, en 1989, et qui a depuis été repris par de nombreux chercheurs et chercheuses dans le monde pour désigner des formes de discrimination bien spécifiques, puisque ce sont des traitements défavorables de certaines catégories de personnes en raison d'un stéréotype, un cliché qui pèse de façon particulière sur des personnes parce qu'elles appartiennent à plusieurs catégories classiques. L'exemple à partir duquel les réflexions sur l'intersectionnalité sont nées, c'est l'exemple des femmes noires. Attention, il ne faut pas confondre les discriminations intersectionnelles avec les discriminations multiples, qui sont en fait une addition de critères discriminatoires dans une situation particulière. La discrimination intersectionnelle, c'est vraiment quand le croisement des critères fait qu'ils ne se contentent pas de s'additionner, ils se croisent et leur intersection produit un stéréotype propre, bien spécifique. C'est le cas des femmes noires, par exemple, qui vont subir un certain nombre de traitements défavorables spécifiques en lien avec ce stéréotype qui pèse sur elles. Eh bien justement, l'approche intersectionnelle, elle permet de sortir, de compléter cette approche critériée. Elle permet de mobiliser d'une façon nouvelle les critères en permettant d'accéder à la notion de stéréotype, qui est une notion complexe. Dans une approche par catégorie, on va se heurter à une difficulté de preuve, la difficulté de prouver quel est le critère dans l'intention de l'auteur de la discrimination qui justifie le traitement défavorable. L'approche intersectionnelle, elle permet de dépasser cela. Je reprends l'exemple de la femme noire. Dans ce cas, il est possible que par des jeux de comparaison, les discriminations ne soient pas révélées. Avec l'approche intersectionnelle, on va rendre visible l'invisible en ciblant le stéréotype qui vise ces femmes particulièrement. Alors je peux déjà poursuivre sur cet exemple-là parce qu'il a le mérite d'être un exemple concret qui a été connu par la jurisprudence française il n'y a pas si longtemps. Imaginons une femme noire qui n'aurait jamais reçu de promotion dans l'entreprise. La comparaison avec le traitement des autres salariés peut révéler que d'autres femmes ont reçu des promotions. C'est donc pas en tant que femme qu'elle a été discriminée. Cette même comparaison peut révéler que des hommes noirs ont reçu des promotions. Des personnes noires ont reçu des promotions. Donc, ce n'est pas en tant que personne racisée qu'elle a été discriminée. La discrimination n'est pas rendue visible. Dans une approche intersectionnelle, on va prendre en compte sa situation particulière de femme noire sur laquelle pèse un stéréotype particulier qui va permettre de rendre visible peut-être la discrimination dont elle fait l'objet en tant que, pas femme, pas personne racisée, mais en tant que femme noire. La Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, opposait une salariée noire à une banque française et a reconnu une discrimination intersectionnelle dans une situation tout à fait similaire à celle que je viens de décrire. La Cour se contente d'évoquer le terme intersectionnel dans ses développements. À la fin, elle parle de discrimination à raison de l'origine et du sexe. Mais elle n'en conclut pas moins à la condamnation et octroie à la salariée 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière et 5 000 € en raison de son préjudice moral. On peut faire le pari que cette notion, elle sera mobilisée de façon de plus en plus explicite en droit français. En effet, en droit européen, elle est déjà extrêmement présente. On la retrouve sous la plume des juges de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi dans une directive européenne du 10 mai 2023 sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette directive, d'ailleurs, élargit les illustrations d'intersectionnalité puisqu'elle dit « Les femmes handicapées, les femmes de race ou d'origine ethnique différente, y compris les femmes roms et les femmes jeunes ou âgées, font partie de ces groupes susceptibles d'être confrontés à une discrimination intersectionnelle. » On voit la diversité des exemples qui existent derrière cette notion d'intersection et de discrimination intersectionnelle.
Alors je dirais plutôt que c'est le critère d'apparence physique qu'il est intéressant de mobiliser dans une approche intersectionnelle. Le critère d'apparence physique, c'est un critère qui fait partie des plus mentionnés par la population dans les enquêtes de ressenti sur la discrimination. Selon le 17e baromètre des discriminations dans l'emploi, qui date de 2024, 32% de la population active considère que les discriminations sur l'apparence physique sont les plus répandues en France. Ça n'est que le 4e sur les 10 critères proposés, certes, mais les 3 premiers critères pourraient bien venir gonfler ce chiffre, puisqu'il s'agit de l'état de santé ou du handicap, à 38%, qui n'est pas sans lien avec l'apparence, de la nationalité, l'origine ou la couleur de peau, à 36%, et enfin de l'identité de genre à 34%, donc 3 critères qui ne sont pas sans lien avec les questions d'apparence. Et à cela, on peut ajouter d'autres critères qui, eux non plus, ne sont pas sans lien avec les questions d'apparence, la religion, l'état de grossesse, ou encore le fait d'être perçu comme senior. Alors pourtant, ce critère, c'est un critère qui est sous-utilisé, sous-mobilisé aujourd'hui, et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le fait que ce soit un critère qui soit perçu comme moins grave, un peu superficiel, génère pas mal d'autocensure. Mais aussi, c'est un critère qui ne dit rien quant à l'élément discriminant. L'apparence physique, il est susceptible de recouvrir, on vient de le voir, un très très grand nombre d'autres critères. Le sexe, la couleur de la peau, l'état de santé, le handicap, l'identité de genre, la religion, mais aussi l'origine, les opinions politiques dans une certaine mesure. Puis ça intègre des éléments qui ne sont pas recouverts par d'autres critères. Le maquillage, la coiffure, la texture ou la couleur des cheveux. Donc c'est extrêmement vaste et finalement, ce caractère vaste, ça peut être perçu comme un défaut, une difficulté pour l'appréhender. Ça, c'est vrai dans une approche critériée. Mais dans une approche intersectionnelle, le critère d'apparence physique, il prend tout son sens et il révèle tout son potentiel. En effet, il permet justement d'assumer l'idée que l'apparence, c'est le siège de nombreux stéréotypes complexes, dont parfois l'auteur même de la discrimination n'a pas véritablement, totalement conscience. Ça permet donc de prendre en considération en fait ces intersections de critères visibles. C'est un critère qui va donc faciliter la sanction de ces discriminations intersectionnelles, sans délaisser pour autant l'approche critériée, puisque l'apparence physique, bien, c'est un critère de la liste. Alors j'ai même plusieurs exemples. Si je remonte un petit peu dans la jurisprudence française, alors même qu'on ne mobilisait pas explicitement l'intersectionnalité, on trouve quand même quelques exemples intéressants. Dans une affaire, par exemple, dans laquelle un serveur avait été licencié au motif qu'il portait une boucle d'oreille, qui est une affaire qui date de 2012, la personne avait été discriminée parce qu'elle portait une boucle d'oreille. Ça avait été assumé dans la lettre de licenciement. On aurait pu se contenter du critère d'apparence physique ou du critère de sexe, parce que c'est parce que c'était un homme que la personne était discriminée. Ici, la Cour de cassation a choisi de parler d'une discrimination sur l'apparence physique à raison du sexe. Et ça, c'est intéressant parce que l'apparence physique ici, elle est utilisée finalement dans un sens très global, parce que derrière l'apparence physique, dans cette affaire-là, il y a l'expression de genre. Il y a même l'orientation sexuelle et les stéréotypes liés à ce qu'est être un homme qui porte une boucle d'oreille, à l'époque, du moins en 2012. Et l'apparence physique, elle permet d'englober tout ça. Puis on lui adosse le critère de sexe, pour quand même dire quelque chose de la réalité de cette discrimination, de ce stéréotype. Dans une autre affaire plus récente, c'était le règlement intérieur d'une compagnie aérienne qui interdisait le port des tresses collées, une coiffure qui était interdite spécifiquement aux hommes. Dans cette affaire qui date de 2022, la Cour de cassation a estimé que la personne était discriminée, qu'il y avait bien une discrimination à raison de l'apparence physique en lien avec le sexe. Et là encore, on retrouve une notion d'apparence physique qui permet d'assurer une sanction. Alors on note quand même un danger, en particulier dans cette affaire-là, puisque dans cette affaire au tout début, notamment quand la HALD, qui était auparavant l'organisme français en charge de lutter contre les discriminations, dont les prérogatives ont été reprises par le défenseur des droits, lorsque la HALD avait connu cette affaire dans les années 2000, il était clairement question de discrimination raciale, puisque la personne était un homme noir. Et cette dimension raciale, elle a complètement disparu. À la fin du contentieux, il est question d'apparence physique et de sexe. Je crois que si on veut mobiliser utilement l'apparence physique dans une approche intersectionnelle, il faut impérativement l'adosser aux autres critères en cause pour que l'on puisse dépeindre la réalité du stéréotype à l'œuvre derrière, pour ne pas invisibiliser la réalité du racisme en l'occurrence, car si l'apparence physique est un outil qui va permettre de faire un filet de sécurité et permettre la sanction, il ne faut surtout pas qu'il invisibilise la réalité du stéréotype à l'œuvre derrière, qui souligne la gravité ici de cette discrimination.
J'en termine avec un dernier exemple encore plus récent qui se trouve dans une délibération de la Défenseure des droits du 23 janvier 2023. Un élève de 4 ans avait été exclu de son établissement scolaire parce que ses parents refusaient de le coiffer autrement qu'avec une coupe afro. Donc on retrouve cette idée avec un enfant noir et une chevelure texturée. Et ici, la Défenseure des droits a conclu qu'il y avait discrimination à raison de l'apparence physique rapportée au sexe et à l'origine ethnique de l'enfant. Dans cette décision, la Défenseure des droits exprime très clairement, explicitement, que l'apparence physique est un critère qui a une dimension intersectionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il vient vraiment jouer son rôle de critère englobant, qui englobe finalement toute la problématique du stéréotype lié à cet enfant, tout en y adossant des éléments qui permettent de saisir quel était le stéréotype à l'œuvre et donc d'envoyer un message aux professionnels derrière pour dire cette perception sociale-là, elle existe et on ne peut pas la considérer lorsqu'on prend des décisions. Non, cette idée n'est pas une illusion, elle est un horizon. C'est un horizon que tous les managers, tous les employeurs, mais aussi tous les salariés et toutes les personnes en lien avec le monde du travail devraient avoir à l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on ne juge pas sur les apparences. C'est une affirmation qui sonne presque comme un principe moral, un peu poussiéreux, qui serait acquis. Et puis c'est évident, donc en fait on n'a plus à le défendre. Mais est-ce vraiment le cas? Dans une société où aujourd'hui l'image qu'on renvoie est essentielle, où tout le monde a oublié qu'en 2006, le CV anonyme a été rendu obligatoire dans les entreprises, mais face à l'essor de l'image et à son importance, les décrets d'application n'ont jamais été pris et cette loi a été abrogée avant même d'avoir été appliquée en 2015. Donc dans cette société-là, où l'image a tant d'importance, n'est-il pas temps de repolitiser cette affirmation-là, de dire que effectivement, dans le milieu de l'emploi et de l'entreprise, ce sont les compétences qui doivent être centrales et que l'apparence ne dit rien sur les compétences. Ça nécessite de le redire politiquement, d'avoir un certain courage, puisque ça nécessite d'avoir le courage de faire l'examen de ses propres biais, des biais inconscients collectifs qui sont encore extrêmement présents à partir de l'apparence physique. Et je crois que les jugements sur la base des apparences, sans même que les auteurs de discrimination s'en rendent compte, sont encore extrêmement présents. Pour reprendre une conversation informelle que j'ai eu l'occasion d'avoir, des phrases telles que « lui, de toute façon, j'ai jamais aimé sa tronche », voilà, d'un employeur au sujet d'un de ses salariés. Je crois que dans la vie courante, c'est encore tristement fréquent. Et le combat contre les discriminations sur l'apparence physique, c'est un combat qui est un combat politique. Et effectivement, on ne peut pas juger sur les apparences, il faut se concentrer sur ce qui compte, les compétences. Alors, il est vrai que le critère d'apparence physique, c'est un critère qui couvre à la fois des critères comme ceux-là, comme celui du poids, celui de la taille, celui du cheveu, celui de la beauté, celui de la laideur, qui ne sont pas mentionnés dans la liste, et pour cause. Il n'y a pas de catégorie derrière ces critères-là. Alors on pourrait le dire, si, on pourrait dire il y a les personnes grosses, il y a les personnes minces, mais derrière les personnes belles, les personnes laides, il y a quelque chose d'extrêmement subjectif et des catégories dans lesquelles on peut difficilement faire rentrer les personnes de l'extérieur. En ce sens, pour moi, le critère d'apparence physique, il a déjà un intérêt, c'est de pouvoir intégrer toutes ces situations-là. Il y a des personnes, des associations, des revendications, disons, visant à intégrer de nouveaux critères aux côtés de l'apparence physique. Il y a eu une proposition de loi pour insérer les termes notamment capillaires en 2024 pour mettre en avant la discrimination sur la nature du cheveu. La discrimination sur le poids, c'est une discrimination qu'on ne connaît pas en France parce que c'est couvert par l'apparence physique, mais qui existe dans d'autres systèmes juridiques. Et donc de faire émerger la catégorie en tant qu'explicite. Moi, je ne suis jamais défavorable à l'idée d'exprimer une valeur sociale forte lorsqu'il y a un groupe discriminé dont il faut mettre en avant les droits. Donc je ne vais pas dire c'est inutile, il ne faut surtout pas faire ça. Au contraire, pourquoi pas. Mais je crois que le critère d'apparence physique, il sera toujours utile en tant que parapluie ou filet de sécurité. C'est-à-dire que sur la beauté et la laideur notamment, la beauté, le beauty privilège, ça peut fonctionner à plusieurs bandes. C'est-à-dire une personne très belle, elle peut être discriminée parce qu'elle a, en particulier si elle est une femme, parce qu'elle est très belle et qu'elle fait superficielle, pas sérieuse. Elle peut aussi être privilégiée, bien sûr, pour cette beauté. Et puis, c'est quoi la beauté? L'apparence physique, eh bien, il vient simplement rappeler
qu'on ne juge pas sur les apparences. Et en ce sens, il a ce côté englobant qui dépasse la question de l'intersectionnalité. Il y a la question de l'intersectionnalité, bien sûr, derrière les intersections, mais même si on prend la simple dichotomie beauté-laideur, on voit bien qu'on va réussir ici à appréhender tout un tas de comportements et de clichés sans avoir à défendre l'idée qu'il y aurait une catégorie qui serait la catégorie des personnes belles qui seraient privilégiées. Attention, bien évidemment, être considéré socialement comme beau dans la société, c'est globalement un privilège. Mais il y a aussi des situations où ça ne va pas être le cas. Et je crois que l'apparence physique, c'est un critère qui permet d'appréhender toute la complexité de ces situations-là et de se recentrer sur l'essentiel, les qualités et compétences. Une source qui est une aide considérable pour saisir les pleins potentiels de ce critère, c'est les délibérations, les décisions du défenseur des droits. Le défenseur des droits, dans une décision cadre de 2019, qui est accessible en ligne très facilement, il offre un véritable guide de ce qu'est l'apparence physique, de son potentiel, avec des situations extrêmement concrètes dans lesquelles il peut être mobilisé. Sur la question de l'apparence physique, il y a un numéro spécial que j'ai eu l'honneur de coordonner dans les cahiers de la lutte contre les discriminations, qui est paru en octobre 2025, dans lequel plusieurs auteurs et autrices écrivent sur ce sujet, sur lequel il y a finalement très peu de ressources, comme on l'a dit. Donc c'est une ressource à la fois actuelle et qui pourra intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Sur l'intersectionnalité, de façon générale, je recommande les actes du colloque « L'intersectionnalité, quelle utilité pour le droit de la non-discrimination », qui est un colloque dont les actes vont bientôt reparaître, être réédités, mais qui sont d'ores et déjà en ligne sur une revue en ligne qui s'appelle la Revue des droits de l'homme. Et puis, vous pouvez poursuivre l'actualité des discriminations intersectionnelles dont on parle de plus en plus dans le droit. Il est possible de s'abonner à la revue en ligne et gratuite Intersection sur le genre et le droit. Sur le féminisme intersectionnel et le féminisme noir en particulier, des autrices comme Kimberlé Crenshaw ou Bell Hooks qui sont traduites en français sont évidemment des incontournables. Sur ces personnalités, vous pourrez aussi trouver des podcasts, des interviews. Au titre des podcasts, je mentionne le podcast Faire genre et son épisode L'intersectionnalité, toutes les dimensions de la domination. Et ici, ça n'est qu'une micro-sélection très juridique parce que c'est mon champ de spécialité, mais il y a évidemment une immense bibliographie scientifique sur cette notion qui n'a rien d'un épiphénomène ou d'une lubie woke. Il s'agit d'un outil technique puissant au service de l'égalité.